Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. C'est vrai que dans notre éducation, on nous apprend à avoir une forme d'hygiène de vie, de nous laver les dents, de nous laver le corps, enfin voilà, de prendre une douche. Mais on nous apprend pas à avoir une hygiène et mentale et émotionnelle. Et la méditation et toutes les pratiques après, comme le yoga, comme le qigong, en fait, ce sont que des pratiques qui permettent d'avoir cette hygiène au quotidien qu'on devrait tous avoir. Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici cette nouvelle rencontre que l'on vous propose avec une humaniste engagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la définition véritablement d'humaniste engagé? On va le voir avec mon invité Andrea Diaz-Gonzalez qui est installée sur les canapés. Bonjour Andrea. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. C'est toujours impressionnant de recevoir une humaniste engagée. Qu'est-ce que ça veut dire une humaniste engagée? C'est le titre qu'on a choisi parce que c'est ce que vous avez évoqué dans votre dossier de production. Oui, alors... C'est quoi une humaniste engagée? Humaniste, ça vient du fait que je me sens en fait un être humain comme vous, Ouais. comme tous les autres, et donc c'est ce lien en fait à l'autre qui est souligné dans ce titre-là. Et puis engagé, c'est par l'engagement que j'ai, puisque je suis quelqu'un de très active et de très engagé dans le monde de façon globale. Vous êtes coach? Je suis coach, oui. Qui veut tout et rien dire aussi. C'est Pardon, ça. je vous pousse un peu dans les retranchements, mais c'est souvent ce qu'on dit, parce que tout le monde est coach de quelque chose. Oui, oui. Et alors, quand vous rajoutez en plus coach professionnel, on se doute bien que vous pouvez pas être une coach amateur. Si Exactement. Pardon. Ah non, vous excusez pas. Mais c'est important de remettre aussi, voilà, l'église au milieu du village, comme on dit. Coach professionnel, vous êtes coach de quoi? Alors en fait, avant tout, moi j'aime me définir comme quelqu'un qui accompagne. Et donc le coaching, en fait, ça fait partie d'un des volets que je fais. Mais c'est pas seulement ça. En fait, je suis aussi formatrice, beaucoup sur les questions de management. Et je fais aussi du bilan de compétences. Donc j'accompagne de façon globale. Et quand je dis coach professionnel, donc c'est-à-dire que je ne suis pas coach de vie, je vais vraiment sur des problématiques d'entreprise professionnelle qu'on vit dans le monde de l'entrepreneuriat. Sauf que c'est aussi la vie. C'est aussi la vie, effectivement. Et il n'y a pas de frontière très hermétique entre la vie privée et la vie professionnelle. On va voir comment est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui, Oui. la coach que vous êtes, la femme que vous êtes, au travers de votre parcours de vie. J'ai souri avant de prendre l'antenne. Oui. Et vous m'avez dit, ah bon, il y a quelque chose qui va... Mais je n'ai pas voulu Non, pas du tout. dévoiler les J'étais choses, curieuse de savoir. Non, savoir. je suis toujours très... ce qui m'a fait sourire dans votre fiche de production et votre parcours de vie, c'est de voir que la plupart des gens qui s'installent sur les canapés nous dévoilent une adolescence ou une enfance un peu compliquée, des enfants mal compris, qui se sentaient un peu à l'écart, qui étaient donc incompris par leurs camarades de classe, qui avaient des perceptions, qui se sentaient différents. Mais vous, pas du tout. Non, pas du tout. Non, non, non. Enfance heureuse, Enfance heureuse. plutôt bourgeoise. Non, pas du tout. Non, pas du tout non, bourgeoise. au contraire, au contraire. En fait. Riche de cœur. Riche de cœur. Riche de cœur. Alors exact, oui, on peut exact. dire bourgeoise dans ce sens-là. Voilà. Non, non, je viens d'un milieu justement où il n'y a pas beaucoup de moyens financiers. Et donc ça m'a forcé à décupler des capacités pour me sortir de ce contexte économique qui ne me convenait pas. Mais par contre, je suis issue d'un milieu familial où il y a beaucoup d'amour. Et donc finalement, c'est le socle de tout. Donc je suis arrivée vraiment dans une vie avec une sœur jumelle pour la petite anecdote et donc une autre grande sœur, une demi-sœur et un demi-frère, mais des parents qui sont vraiment des parents très aimants. Comment ça se traduisait, cet amour? Dans la simplicité en fait, dans le fait d'être présent, de nous accompagner et puis de nous mettre en lumière que finalement la vie elle est faite de ça, d'amour en fait. Quand on dit que les mots MAUX de notre société sont sans doute des problèmes d'éducation, donc sans doute, l'éducation fait partie des problèmes que nous rencontrons dans notre société, et donc sans doute d'un manque d'amour. Oui. Le fait que vous ayez eu cet amour-là,
vous pensez que ça a contribué grandement à être ce que vous êtes aujourd'hui? Ah, c'est certain. Ouais. Oui, c'est certain. Parce que finalement, le manque de moyens financiers, c'est pas grave quand on a beaucoup d'amour de ses parents. Tout est là. C'est extraordinaire. Alors, vous allez embrasser une carrière, études scientifiques. Oui. Allons-y, bac S. Oui. Ça, c'était les bacs qu'on rêvait tous d'avoir. Mais alors, on regardait, on se jetait comme ça avec son petit bac G. On regardait comme ça d'un coin de l'œil en se disant, waouh, ça, c'est les S. Donc, c'est les scientifiques. Et pourtant, vous allez faire du droit. Oui. Alors, en fait. Hors sujet. Oui, tout à fait. Mais pourquoi un bac S? Parce qu'en fait, je n'ai jamais su définir ce que je voulais faire dans la vie en termes de métier. Et donc, mes parents avaient cette croyance-là à l'époque, de se dire, bon, bah, alors, tu sais pas quoi faire, eh ben, va en scientifique, comme ça, tu auras toutes les portes qui seront ouvertes. Sauf qu'en fait, moi, j'ai compris après coup que je ne comprenais pas le sens de ce que j'apprenais. Et en fait, moi, si j'ai pas de l'utilité, du sens immédiat dans ma vie au quotidien de ce que j'apprends, je vois pas l'intérêt. Donc en fait, j'allais plutôt voir les potes plutôt que d'aller en cours. J'ai fait le strict minimum. J'ai compris très vite en fait ce que les enseignants attendaient. Donc j'ai recraché bêtement pour vite oublier. Et après, je me suis dit bon, alors tu vas pas continuer en scientifique, ça c'est certain. Comme on n'avait pas trop de moyens financiers, il n'était pas question de partir, c'était trop compliqué à imaginer. Donc j'ai regardé ce qu'il y avait à l'université à l'époque et j'ai vu du droit et je me suis dit tiens, je vois de la lumière là-bas, j'y vais, mais sans trop savoir. Alors que le droit, par définition, c'est encore, alors c'est très réducteur ce que je vais dire, hein, pardon, je ne caricature pas, mais c'est apprendre. Le droit. C'est ce qu'on croit. C'est vrai? Oui, c'est ce qu'on croit. Et en fait, ce qui m'a servi en bac scientifique, c'est qu'en fait, j'ai su aller chercher les bonnes infos au bon endroit. Et quand on fait du droit, on est accompagné toujours de codes. Code civil, code pénal, code administratif. Et donc, en fait, quand on sait aller chercher l'information au bon endroit, eh ben, du coup, on sait répondre. Alors, bravo. Donc, vous allez ensuite faire une maîtrise de droit privé, un bac plus 5. Oui, un DESS en administration, gestion des entreprises. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que fait Andrea sur ABC Talk? Nous parlons de bien-être, de spiritualité. Oui. Est-ce qu'il y a une dimension de bien-être et de spiritualité dans ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, bah oui, tout à fait, sinon je serais pas là. Ah oui, j'imagine. Vous en doutez bien. Et donc, en fait, mon cheminement, spirituel et même de bien-être, en fait, a commencé avec ce que j'appelle mon plus grand cadeau de la vie. Bon, après ma fille quand même. J'avoue, ma fille, c'est quand même un grand cadeau. Mais mon deuxième grand cadeau de la vie, ça a été d'avoir un cancer de l'oreille, un cholestéatome, pour employer le terme exact, mais qui m'a été, j'allais dire, maladroitement annoncé comme ça. Vous avez un cancer de l'oreille. Donc voilà. Et en fait, ça a été pour moi le moment, le déclencheur qui a fait que je me suis réveillée, parce que jusqu'à présent, j'étais dans une forme d'inconscience, d'insouciance. Je vivais la vie sans trop savoir, sans trop d'objectifs. Juste, voilà, je faisais ce que j'avais à faire, mais j'avais pas vraiment de conscience en fait des choses. Et puis là, quand on vous dit cancer, alors même si c'est un cancer particulier, vous commencez à réfléchir, à vous dire, bon, ok, alors, si j'ai de la chance, je vais me réveiller tous les matins et je vais aller travailler et passer beaucoup d'heures de ma vie au travail. Donc, autant faire quelque chose qui te plaît et qui te fait vibrer. Et ça, en fait, moi, on m'avait jamais orienté dans ce sens-là. Alors, avant de nous expliquer la suite, deux choses. La première, c'est que quand vous avez ce mot et que vous êtes estampillé, vous dites bienvenue au club. La plupart du temps, les gens pensent comme ça, et ça n'est pas péjoratif de dire ça, je sais de quoi on parle. Donc, l'idée, c'était de se dire, vous avez deux solutions quand vous êtes estampillé comme ça. Vous vous effondrez. C'est ça. Ou vous vous dites, bon, quel est effectivement le cadeau caché? C'est ça. En fait, je me suis dit, waouh, la vie peut être courte, vraiment, cette conscience-là, et de dire, éclate-toi, quoi, dans la vie, et dévore la vie, en fait. Et c'est ce que je fais depuis. Et donc, tout ce que vous avez eu dans le milieu de l'entreprise, le bac plus 5, le droit, les études scientifiques, etc., vous remettez tout ça en question à ce moment-là? Non, pas du tout. Ça a été très utile, en fait, dans mon parcours, puisque ça m'a servi. Et donc, avant d'aller sur du coaching, j'ai eu d'autres expériences professionnelles. Et tout ce que j'ai fait auparavant, en fait, tout a été... C'est comme un peu des pièces d'un puzzle qui, à un moment donné, s'assemblent.
Mais donc, vous parlez d'une transformation intérieure pour le coup, oui, hein, quand on vous annonce ça. Vraiment, oui. Il y a quand même un choc. Il y a quand même un choc. Alors au départ, je me rappelle quand le médecin en fait me l'annonce, en fait je suis comme sidérée. Je n'ai aucune réaction. Et je me souviens, je vais chez ma sœur jumelle et là je lui annonce et vraiment je vomis mes tripes quoi. Et là je me dis waouh, j'étais ébranlée quand même. J'étais quand même ébranlée. Et en fait, je me suis dit bon, bah allez, profite de la vie. C'est vraiment, ça m'a donné cet élan-là et de voir le côté positif et de me dire bon, allez, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie, quoi. Alors quand on fait face à la maladie comme ça, en tout cas l'annonce de la maladie, et ces deux possibilités d'accueillir ce qui est dit, soit effectivement de sombrer comme on l'a dit, soit de prendre la vie du côté positif. Quel conseil vous pourriez donner, tiens, la coach que vous êtes, lorsqu'effectivement on fait face à ce genre d'informations et souvent avec la froideur médicale certains médecins qui vous annoncent le truc comme ça avec une légèreté assez déconcertante. Oui, c'est presque déshumanisé parfois. Totalement. Oui. Quel conseil je peux donner? C'est la première chose, c'est d'accueillir tout ce qui se passe. Parce que c'est là et moi il fallait que ça sorte par exemple donc il faut juste accueillir et puis après de prendre du recul, de se dire que quand même on a beaucoup de chance d'être en France et d'avoir une médecine et après sur plein de plans on peut voir la médecine sur plein de plans mais une médecine qui peut nous accompagner et ensuite d'aller chercher le vrai message derrière et qu'est-ce qu'il faut décoder en fait derrière tout ça. Justement, est-ce que de par l'éducation que vous avez eue, le fait d'accueillir ce diagnostic, ça a été plus facile? Est-ce que c'est l'éducation que vous avez eue et cet amour dont vous parlez au travers de votre famille et qui vous permet d'avoir cette... pas de relativiser, parce que vous avez quand même... vous dites, j'ai craché mes tripes à un moment donné. Oui. Et, alors oui, je dirais que oui, bien sûr, puisque j'étais entourée, donc j'ai été accompagnée par toute ma famille qui était présente. Mais je crois aussi que derrière l'éducation, il y a aussi la question de... je vois en fait mes parents, ce sont quand même des gens qui sont relativement optimistes aussi de nature. Et donc je pense que j'ai chopé ça aussi d'eux. Comme quoi la base reste quand même une histoire d'éducation. Juste un truc par rapport à ce cancer dont vous parlez, ce cancer de l'oreille. C'est un cancer virulent? Alors en fait c'est une petite peau qui se développe à l'intérieur et qui grignote petit à petit. Tout l'intérieur de l'oreille, donc les osselets, tout ça. Et donc, il a fallu ouvrir, la découper derrière l'oreille, ouvrir. Ah oui, donc il y a opération, intervention chirurgicale. Oui, il y a une intervention, gratter, tout nettoyer, faire en sorte qu'il n'y ait même pas un micromillimètre qui reste, parce que sinon ça se régénère. C'est ça la merveille de la vie, c'est que. Et puis, il a fallu changer des osselets parce que c'était attaqué. Donc, j'ai eu une première greffe avec des osselets qui étaient alors je sais plus la matière, mais en tout cas qui n'était pas issue de mon corps. Et donc mon corps l'a rejeté, donc c'est ressorti. Et donc il a fallu refaire une autre opération. Et donc ils m'ont enlevé un petit morceau de la hanche, refabriqué un osselet, mis ça à l'intérieur. Et cette fois-ci mon corps était content puisque c'était pas un corps étranger, donc ça a été accepté. Bon, et tout est ok maintenant? Tout est ok, oui. Vous êtes suivi? Alors je suis suivie, voilà, ça c'est pas reparti, donc ça c'est super. Après en termes d'audition, j'ai perdu la moitié de l'audition, mais c'est pas grave, en fait j'entends autrement. Qu'est-ce que vous dites? Non, je plaisante. C'est vraiment, alors c'est d'une élégance. Non. Mais tout va bien. Évidemment, et je le sais parce que vous avez suffisamment ce recul sur la vie et cet humour que je peux permettre cette petite parenthèse. Alors, vous dites transformation intérieure. Oui. Alors cette transformation intérieure. Parce que avec le recul maintenant, c'est facile d'analyser les choses. Exactement. Mais sur le moment. C'est pas la même. Cette transformation intérieure, elle vient avec des disciplines, avec des pratiques et autres rencontres. Oui. Alors juste pour la précision, ça a été déclaré donc j'avais 23 ans, aujourd'hui j'en ai 45, donc effectivement il y a du recul. Il y a du recul. Et sur le moment, en fait, je commence par une discipline qui est le yoga. Et le yoga me fait du bien parce que ça me reconnecte à mon corps. Et en fait, le yoga, j'ai compris après coup, en avançant et en cheminant, que finalement, c'est une pratique, une discipline qui amène à la méditation. Et du yoga,
je pratique toujours le yoga. Hein. Maintenant, c'est en toile de fond. Ça m'a amené à la méditation. Et donc, je suis rentrée, j'allais dire, dans la voie bouddhiste pendant quelques années, 4-5 ans. Okay. Et puis après, j'ai eu besoin d'ouvrir l'espace et de pas me sentir enfermée dans un dogme. Et donc, je suis partie dans une voie chamanique. Mais ce qui est assez fou, c'est de se dire qu'il faut en arriver à une situation dite extrême pour s'ouvrir, comprendre et s'ouvrir. Bien souvent. Mais enfin, moi, j'ai espoir. Parce que tous ces sujets, cette spiritualité, le bouddhisme, le yoga, le qigong, etc., tout ça vous était complètement inconnu? Oui. Ça vous intéressait même pas? C'est pas que ça m'intéressait pas, c'est qu'en fait c'était pas dans mon champ de vision en fait. Et moi je vivais ma jeunesse comme tous les jeunes quoi. Mais ceci dit, j'ai quand même espoir que la nouvelle génération elle va aller plus vite et que nous et qu'elle n'aura pas besoin d'accidents de la vie pour se connecter à tout ça. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et ouvrir le champ des possibles. On dit souvent qu'il faut avoir un accident de la vie. Oui, mais je crois que c'est pas obligatoire en fait. En tout cas, bon, pour moi, c'est passé par là, mais en tout cas, j'ai vraiment espoir que ça le soit pas. Alors, donc, vous pouvez effectivement, avec le recul maintenant, dire que c'est un cadeau mal emballé. C'est ça, cette histoire. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Un cadeau de la vie. Parce que ça vous a permis d'avoir cette ouverture. Exactement. Et de me mettre sur un cheminement, en fait, et qui sera terminé avec ma mort, même peut-être pas. On ne sait pas. Donc, vous commencez par le yoga, après on a dit la méditation, ça vous ouvre au bouddhisme, jusqu'au chamanisme. Jusqu'au chamanisme. Le chamanisme, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, je me suis formée, par exemple, pendant une année à la pratique du tambour. Et c'est juste extraordinaire parce que ça ouvre d'autres plans, en fait, qui sont là, mais qu'on perçoit pas au quotidien. Et puis, après, j'ai essayé, j'ai fait d'autres expériences. J'ai fait plein de stages divers et variés. Et la dernière expérience, qui est une expérience quand même très marquante, c'était d'être partie au Pérou et de prendre une plante sacrée. Interdite en France et en Europe, je le rappelle, mais qui fait des choses extraordinaires. Voyager. Absolument. Exactement, et qui ouvre des plans extraordinaires. Qu'est-ce que vous avez vécu? Wow. Alors j'étais en groupe. Et donc ce que je peux témoigner, c'est que l'expérience, elle est vraiment propre à chacun. Et la plante, en fait, elle voit tout. Et elle va là où c'est nécessaire pour les personnes. Moi, j'ai vécu une expérience, je peux le dire, divine, en fait. J'ai rencontré le divin. Et donc, elle m'a... Alors, ça s'est passé progressivement. Au départ, elle m'a montré tout mon cheminement. Et au tout début, la première fois que je l'apprends, j'étais dans un dessin animé. Et donc, je voyais du cirque, je voyais plein de choses de dessins animés. Et je pense que c'est aussi ma façon de voir un peu la vie, en fait, et de m'amuser, en fait, dans cette vie. Et puis de me dire que, la vie, pour moi, c'est un jeu, en fait. La vie est un dessin animé, la vie est un jeu. Mais oui. Wow, et on est des acteurs. Mais ce qui est génial, c'est que quand on comprend ça, on dit qu'en fait, on peut jouer son propre film aussi. Et donc, décider de ce qu'on va vivre au quotidien. Et donc, ça permet de récupérer son pouvoir. D'abord, avant d'aller, quand vous allez au Pérou, vous allez faire cette expérience, vous savez évidemment pourquoi vous y allez. Mais c'est un appel, c'est une nécessité, c'est quelque chose, non? Pas du tout? Ah non. Non. Non, c'est pas le fruit du hasard. Vous retrouvez pas de hasard. Non, mais vous retrouvez pas, dans un endroit chamanique avec des... Il y a jamais de hasard. Non, il y a jamais de hasard. Je suis avec une amie, avec qui on chemine, et donc on fait régulièrement des choses ensemble et puis on se dit ce serait bien qu'on prenne un peu de vacances. Au départ on était là-dessus, un peu de vacances, mais bon, pas des vacances. Moi j'aime pas aller dans les pays pour faire la touriste de base. C'est pas mon concept. Moi j'ai toujours besoin d'aller rencontrer les cultures, la différence de l'autre et voir en fait comment eux voient la vie et comment ça peut m'inspirer en fait. Vous n'êtes pas une écrevisse de plage? Non, pas du tout. Pas du tout. Même si je vis à la plage voilà, Argelès-sur-Mer, je ne fais pas l'écrevisse de plage. Et donc, en fait, elle avait déjà vécu, il y avait 20 ans de ça, l'expérience d'aller au Pérou et de prendre l'ayahuasca. Et donc, avec surtout un encadrement très fiable. C'est très important, en Essentiel. fait. Quand on veut faire une expérience comme ça, il faut être très, très bien entouré. Et donc, moi, par principe, comme j'ai assez confiance
et en mon amie, en la vie et en ce qu'elle me présente. Elle me dit, ça te dit? Je fais, ouais, allez, on y va. Donc vous arrivez là-bas, ouais. Vous faites l'expérience. Alors avec appréhension ou pas? Non, pas vraiment, un petit peu quand même. On entend beaucoup de choses sur cette prise de cette substance d'ayahuasca. Et parfois des choses qui sont, c'est violent. Hein. Oui, parfois ça peut être très violent. Mais j'avais pas trop d'appréhension parce que, bon, déjà je me dis que la vie elle m'amène tout ce qu'il faut et que tout ce que j'ai à traverser, c'est que je suis en capacité de le traverser. Donc déjà j'ai cette approche-là de vie. Ensuite j'avais vraiment confiance en mon ami. Et puis avant de partir, les chamans ils sont 2 en fait à nous encadrer. On a eu d'abord un entretien individuel avec eux, donc c'est quelque chose de très où ils font ça de façon très cadrée et très sérieux. Et s'ils ne le sentent pas, ils refusent en fait d'accepter certaines personnes parce que le travail est pas assez fait et qu'ils sentent que s'il y a des problèmes d'addiction, tout ça, et ils accompagnent pas. En tout cas c'est leur politique à eux quoi. Et puis en fait on est préparé aussi, j'allais dire psychologiquement et même physiquement, puisque donc il y a tout une diète à réaliser, enlever du sucre, enlever, s'il y a le café, mais pour moi il y avait pas tout ça déjà, puisque naturellement je mange pas de sucre parce que le sucre c'est un véritable poison et pour notre santé physique mais aussi pour notre santé mentale. Après j'essaye de pas avoir trop d'addiction. Mon addiction c'était le chocolat, mais j'essaye de me soigner. Chocolat noir ou chocolat au lait? Noir. 70%. Voilà. Bien entendu. Bien entendu. Donc vous allez faire cette expérience. Voilà. Et on sait que c'est très long. En tout cas dans les témoignages, c'est-à-dire que ça peut durer 10, 12 heures, 15 heures. Exactement. C'est très très long. Oui. Enfin, ça paraît long. En tout cas. Oui. Et physiquement, ça prend beaucoup d'énergie. Ouais. Mais moi, donc, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai vécu une expérience. Comme je travaille au quotidien sur le plan spirituel, émotionnel, donc je pense que j'avais déjà un peu épluché pas mal l'oignon, comme on dit, et donc dégagé des couches. Et donc en fait, elle m'a montré que de la beauté, quoi. Et jusqu'au point où en fait, elle m'a montré, c'est là où je dis, c'est la rencontre avec le divin, mais qui est en nous en fait. Et donc, je suis en train d'écrire quelque chose autour de divinement moi, mes expériences. Alors au départ avec l'ayahuasca, mais c'est en train de s'élargir avec plutôt tout le plan spirituel en fait. Et donc en fait moi qui viens d'un milieu athée et au départ très convaincue que les pauvres gens qui allaient vers la religion, c'est parce qu'ils avaient besoin d'une béquille, qu'ils avaient besoin de quelque chose pour vivre la vie un peu mieux. En fait, j'en suis totalement revenue. Alors, c'était pas du jour au lendemain, ça fait. Oui, il y a un cheminement. Il y a un cheminement, évidemment. Exactement. Donc, vous ressortez de cette expérience profondément connectée avec moi-même et avec un vrai sentiment de complétude totale. Et alors, c'est extraordinaire à vivre de se dire, mais en fait, j'ai tout, quoi. Tout est là. Et donc, de plus avoir besoin de prendre l'armure de guerrière, d'aller chercher, de me prouver de quoi que ce soit. Non, tout est là. Le tout est là. Ouais. Moi, c'est une phrase que j'entends et que je ne comprends pas. Ben, c'est normal. Il faut la vivre. Il faut la vivre. Mais non, mais. Il faut la vivre. Mais ça veut dire que non, mais tout le monde n'a pas envie de vivre une expérience comme celle que vous avez vécue. Non, c'est sûr. Et tout le monde ne doit pas le faire non plus. Exactement. Encore une fois, si certains envisagent de le faire, il faut vraiment le faire, comme vous l'avez dit, dans des conditions extrêmement bien encadrées. Bien préparées. Avec des gens qui savent, bien préparés. Encore une fois, je rappelle que c'est strictement interdit en France et en Europe. Et il faut le faire avec des gens précisément qui savent et qui maîtrisent tout ça. Mais comment décrire cette phrase que vous venez de dire si on n'a pas vécu cette expérience? Comment l'expliquer? Comment la faire ressentir, ne serait-ce que par des mots et une explication et un phrasé aux gens qui nous regardent? Comment dire ça? On peut pas trouver la réponse intellectuellement. Mais non, il faut vivre les choses. Mais par contre, pour ceux et ce que je comprends en fait, qui ont des craintes et qui vont pas vivre cette expérience-là avec l'ayahuasca, on peut vivre ça avec d'autres expériences chamaniques et ne serait-ce que le tambour en fait. Ouais. Et le tambour avec ses vibrations a vraiment
une force qui permet d'ouvrir aussi d'autres champs et d'aller explorer d'autres dimensions. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'aller. C'est pas une nécessité de passer par cette expérience-là pour vivre ça. Alors vous aviez eu donc cette expérience avec la maladie. Ensuite, vous avez l'expérience beaucoup plus spirituelle et expérimentatrice, comme on dit. Expérientielle. Expérientielle, voilà. Avec cette plante au Pérou. Oui. Vous revenez ensuite en France. Oui. Transformé ou conforté? Un peu des deux, je crois. Un peu des deux. Moi, je pense que ça s'inscrit dans une continuité en réalité, mais après, c'est vrai que je saurais pas dire si c'est vraiment transformé. Je crois que c'était là, en fait. Ouais. C'est juste là, en fait. Ouais. Cette plante, elle vous révèle d'autres choses sur vous? Elle me révèle. À part voir la vie dans un dessin animé. Oui, j'ai pas tout dit effectivement, mais il y a un bouquin qui va bientôt sortir là-dessus. Oui. Mais bon, ce que je peux dire, c'est qu'elle m'a montré, en fait, elle m'a montré la façon d'accompagner aussi. Mais alors c'était très drôle, hein. C'était en forme de presque cartoon quoi, de dessin animé, mais elle m'a montré comment accompagner. Et elle me dit, la plante, elle m'a dit, mais reconnecte les gens. Déjà, le premier plan, c'est le corps. En fait, tout est ici, en fait. Et donc, c'est de sortir justement de cette sphère-là du mental c'est le blabla sans arrêt et qui nous amène dans une spirale, dans un espèce de mauvais film. C'est de commencer par se reconnecter à son corps. Et de plus en plus, maintenant, quand je fais des accompagnements, je les fais, si je peux, si le contexte est approprié, en marchant et dans la nature. Et je vous assure que c'est extraordinaire. Parce que la nature, elle nous donne tout aussi. Il y a quelque chose qui m'étonne. Oui, je vous écoute. Vous dites coach professionnel. Oui. Vous parlez de reconversion professionnelle. Oui. Dans les accompagnements que vous préconisez. Oui. Vous parlez du milieu de l'entreprise. Oui. Mais on n'y est pas là. Ah non, parce que là, pour l'instant, on est sur l'axe. Mais tout se rejoint. Bien sûr que tout se rejoint. Mais j'ai quand même le sentiment que oui. Que vous êtes appelé par autre chose que le monde de l'entrepreneuriat, que le monde de l'entreprise, que le monde. Alors en fait, moi j'adore le monde de l'entreprise parce que je trouve que c'est un formidable terrain de jeu et c'est là où en fait on donne à voir beaucoup de choses et il y a éminemment des clés en fait dans ce monde-là. C'est pas limitant par rapport à tout ce que vous avez vécu et cette dimension chamanique, bouddhiste. Non mais on est aux antipodes de ça quand même. Bon, on pourrait le croire, mais pas tant que ça. Non, et moi je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que comme je vous le disais tout à l'heure, moi je crois qu'on passe vraiment des heures infinies au travail. Donc autant faire en sorte que on soit bien là où on est. Et donc ça passe aussi par le milieu professionnel. Alors il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui cherchent à instaurer une dimension spirituelle dans l'entreprise. De plus en plus. Qui permettra évidemment un certain bien-être. Qui offrira un certain bien-être à leurs employés et évidemment de ce bien-être découle une meilleure façon de travailler, plus meilleure performance et donc avec un rendement plus intéressant. Ouais. Donc vous prenez conscience de ça, Moi j'en suis convaincue, j'en suis convaincue et j'espère que de plus en plus ça va s'ouvrir. Et puis après ce que j'ai envie de dire là à cet instant c'est aussi spirituel, ok, mais pas perché. Et la réalité elle est là. Dans notre quotidien. Et notre quotidien, c'est quoi? Si ce n'est le monde du travail et aussi le monde privé, que j'exclus pas, bien entendu. Hein. Mais voilà, on est là, la plupart du temps, on travaille. Et pendant des années, maintenant, parce que la retraite est... Oui. J'étais en train de me dire, quand même, je me posais cette question, je me disais, est-ce que vous déboulez avec votre tambour quand vous arrivez dans une entreprise? Je prends la première entreprise qui me vient à l'esprit, j'imagine, là, voilà, des salariés dans une entreprise de papeterie, un chef d'entreprise qui aurait besoin de consolider ou en tout cas de faire une sorte d'audit au sein de son entreprise pour voir comment les choses se déroulent et vous arrivez avec vos gris-gris et votre tambour. Non mais... Alors moi non, personnellement c'est pas comme ça que je pratique. Ceci dit, en tant que coach, je suis supervisée et la personne qui me supervise elle commence à ouvrir ce plan-là et je trouve ça extraordinaire. Et moi, vraiment bravo à elle d'avoir osé parce qu'il faut oser parce que on est encore
dans une vision où on peut avoir peur de se faire taxer de dingue ou je ne sais quoi, voilà. Ouais. Moi, je vais d'abord sur des fondamentaux avant d'aller là-dessus, en fait, hein. Et donc, déjà rien que la première chose à faire, c'est de respirer et de retrouver une connexion à son corps et à sa respiration. Déjà rien que ça, c'est énorme dans les entreprises. Vous voyez, donc je suis loin de sortir mon tambour. Mais ceci dit, quand j'accompagne, je sens que moi-même, en fait, je suis accompagnée aussi par différentes dimensions. Donc, j'écoute ce qui me vient, quoi. Est-ce que vous expliquez aux chefs d'entreprise qui peuvent faire appel à vous toute cette dimension spirituelle que vous avez en passant de la méditation au yoga, du bouddhisme au chamanisme Alors, je l'explique. Ils le savent. Bon, vous le dites. De toute façon, c'est maintenant, ils vont notoriété, le savoir. de toute façon. Ouais. Enfin, moi, je cache rien, je suis authentique. Je vais pas forcément essayer de convaincre et afficher ça sur le premier plan. Mais par contre, c'est vrai que généralement, ça vient quand même dans la conversation parce que les gens, ils voient que j'ai une forme de paix intérieure, que voilà, et donc ils me demandent mais comment tu fais? Donc en fait, je leur explique que c'est à leur portée de main et qu'il suffit d'essayer, d'expérimenter. Alors c'est vrai que ne serait-ce que déjà de s'asseoir, de méditer, ne serait-ce que 5 minutes, au départ c'est déjà compliqué en soi. Donc c'est pour ça que je vais pas faire un grand saut et arriver avec mon tambour. Mais et c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on est toujours dans l'immédiateté, dans l'urgence, dans le faire, l'urgence, le faire, le voilà, etc. Toujours plus. Donc peut-être que vous arrivez comme une sorte de parenthèse qui permet aussi de redescendre, de se poser et de prendre du recul. Et de prendre du recul. De prendre du recul, de ralentir, surtout ralentir, parce que ça devient urgent de ralentir. Et de prendre du recul et de se reconnecter déjà rien qu'à soi avant de vouloir imaginer faire quoi que ce soit avec et pour les autres. Mais c'est là où c'est paradoxal, parce que à l'heure où nos gouvernements passent leur temps à nous dire que nous, Français, nous ne travaillons pas suffisamment, vous dites qu'il faut prendre du recul et ralentir. Oui, parce que moi je dirais pas suffisamment, mais peut-être pas correctement. Parce que c'est pas parce qu'on fait 40 heures qu'on est efficient en fait. On est efficient quand on est bien aligné et bien posé en fait. Et qu'on a réussi à ralentir. Moi je le dis d'autant plus que je suis vraiment quelqu'un qui va très vite de naturel. Donc moi il a fallu que je force la machine pour ralentir. Et en fait, quand j'ai compris les bienfaits de poser, de ralentir, je loupais plein de choses en fait en allant trop vite. Exemple de bienfaits, parce que j'étais en train de me poser la question, comme quoi par exemple? Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous vous dites je ralentis? Ralentir, c'est quoi? C'est changer de rythme de vie, c'est-à-dire c'est pas forcément. Non, c'est créer de l'espace. C'est plus créer de l'espace en fait, et plus laisser embarquer par ce tourbillon de la vie. Et en fait, quand on crée de l'espace, on perçoit mieux les choses, on entend mieux, on écoute mieux en fait. Comment on crée de l'espace? En méditant notamment. Ok. Donc prendre le temps de méditer, c'est créer de l'espace. C'est créer de l'espace en fait. Au départ, en fait, on force la machine et c'est une contrainte. Mais comme en fait toute habitude à instaurer, au départ, il y a cet effet de je me contrains, je me force à quelque chose. Et en fait, au fur et à mesure, moi j'ai commencé la méditation avec 5 minutes seulement. Et après de 5 minutes, j'ai rallongé à 10 et après à 15. Et ensuite, vous le savez, il y a plusieurs techniques de méditation. Méditation assise, méditation en mouvement. Et donc en fait, on se rend compte que finalement, on peut créer de l'espace dans toutes les situations à force d'expérimenter et d'avoir une forme de discipline joyeuse, comme je dis. Joyeuse parce qu'en fait, il faut, même si au départ c'est un peu de contrainte parce qu'en fait on n'a pas l'habitude et donc il faut changer en fait son mode de fonctionnement habituel. Après, au fur et à mesure, plus en fait on pratique et plus on se rend compte des bienfaits. Et donc c'est joyeux finalement, on se dit après c'est presque ça devient comme un automatisme, j'allais dire. Et c'est vrai que dans notre éducation, on nous apprend à avoir une forme d'hygiène de vie, de nous laver les dents, de nous laver le corps, enfin voilà, de prendre une douche, mais on nous apprend pas à avoir une hygiène et mentale et émotionnelle. Et la méditation et toutes les pratiques après comme le yoga, comme le qigong, en fait, ce sont que des pratiques qui permettent d'avoir cette hygiène au quotidien qu'on devrait tous avoir.
Mais après, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est important d'entendre, c'est que finalement, il n'y a pas un bon outil. Il y a un outil qui est adapté à qui on est, aux personnes. Et il faut avoir un peu de curiosité pour aller chercher en fait ces clés en fait. Et donc il y en a, ça va être en courant, d'autres ça va être en marchant, certains c'est en écoutant de la musique, d'autres c'est en faisant de la natation, j'en sais rien. Mais en réalité, on a plein d'outils qui sont là à notre portée de main. Mais c'est vrai que celui qui est à portée de main sans arrêt, c'est la respiration. La respiration, elle nous accompagne quel que soit le lieu où on est. Respiration donc et méditation, les deux outils principaux. Pour moi, en pour tout vous, cas, hein. qui ont été mes clés. Ouais. Et que vous mettez, que vous préconisez dans votre accompagnement de coach? Je préconise rien. Moi, je suis pas un médecin. En tout cas, j'explique que moi, ça m'a aidé. Effectivement, après, je fais expérimenter. Ah voilà, donc il y a bien. Je fais expérimenter et après, les gens, ils prennent ou ils prennent pas, en fait. Ils prennent ou ils prennent pas. Mais ce que je préconise surtout, c'est de se mettre en recherche de son propre outil, avant toute chose. Parce que j'ai bien conscience que c'est pas la méditation, c'est pas ok pour tout le monde. C'est vrai. Et il y en a pour qui c'est non, ils ont un blocage. Et ben cherche autre chose parce il doit y avoir un autre outil pour toi. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme outil à part la méditation et la respiration? Ben c'est ce que je disais, la musique. La musique, ça peut transporter en fait, et ça peut et transporter et réaligner. Vous avez déjà eu des morceaux de musique comme ça qui vous ont... Alors moi, je vais vous expliquer un truc très simple. J'écoute très peu de musique parce que la musique véhicule chez moi des émotions trop dures. D'accord, ok. Trop difficiles. Trop difficile. Vraiment, vraiment, vraiment. Soit ces musiques me transportent et m'envoient très très loin. D'accord, vous font voyager. Complètement. Là, on voit qu'on peut voyager autrement qu'avec les plantes sacrées. Exactement. Voilà. Mais revenir sur des périodes de mon enfance ou de mon adolescence, d'accord, pas nécessairement douloureuses, hein, mais émotionnellement qui sont vraiment trop fortes. Ouais. Quand une mélodie est trop belle, trop puissante, c'est extrêmement douloureux physiquement pour moi. Donc j'évite d'écouter trop de musique. Et alors c'est quoi votre outil à vous? Eh ben il est là le problème. C'est qu'au fur et à mesure que c'est pour ça que je vous pose la question et je vous ai dit, à part la méditation et la respiration, qu'est-ce que vous préconisez d'autre, même si vous n'aimez pas le mot préconiser. Mais j'ai pas trouvé. Le travail. Le travail, c'est un outil pour vous? Ouais. Ouais, mais ça peut l'être, hein, pourquoi pas? C'est un outil qui me fait complètement perdre la notion du temps. En même temps, c'est pas n'importe quel travail que vous faites. C'est vrai aussi. Mais vous voyez, l'entrepreneuriat. Oui. C'est quelque chose pour moi qui voilà, je peux passer 16 heures dans la journée sans me rendre compte que j'ai passé 16 heures. Alors on revient à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Vous voyez le lien entre spiritualité et entrepreneuriat? On y est tout à fait. Moi, mais parce que la chaîne le veut et que on est au cœur évidemment de cette dimension-là. Mais je prenais l'exemple du chef d'entreprise au cœur de sa papeterie, instaurer une dimension spirituelle donc de bien-être. Bon, c'est pas évident tout de suite maintenant. C'est pas évident tout de suite maintenant, mais c'est pas impossible. Bien sûr. Parfois, il faut s'autoriser à oser. Il y a des craintes, en fait, à oser faire différemment de ce que on croit devoir faire, en fait. Mais une fois qu'on ose, c'est extraordinaire. Et vous avez osé? Oui. Vous avez osé écrire? J'ai osé écrire aussi. Il est là, votre bouquin, Mission Athéna. Oui. Je vais le mettre sur l'écran. Et c'est vraiment ça, oser, parce que je suis passée par le syndrome de l'imposteur qui était bien caché. Ben oui, bien sûr. Et c'est toujours de se dire, quand on écrit un livre, d'abord, quelle légitimité j'ai à écrire? 2, est-ce que véritablement ma légitimité peut susciter un intérêt particulier pour ceux qui vont le lire? C'est vrai. Oui, oui. On se pose ces questions. C'est une très belle aventure. Un bébé, 9 mois d'écriture. Ouais, c'est vraiment un bébé. Ça a commencé en marchant. Et donc, j'étais en train de marcher dans la nature. Parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un outil qui me ressource. Voilà. Donc, dans les outils, il y a aussi ça, la nature. Se reconnecter à la nature, entre autres, pour certaines personnes. Et en marchant, en fait, j'avais... Vous savez, comme ces idées-là qui arrêtent pas, en fait, de venir et qui vous lâchent pas, en fait. Tant que vous avez pas fait quelque chose, il y a plus rien d'autre qui peut passer. C'est écrit. Et moi, j'étais là, pas du tout. J'ai pas de légitimité à écrire, surtout qu'en plus, je m'étais ancrée une croyance limitante, dans les croyances limitantes, que je n'étais pas capable d'écrire parce que pendant tout mon cursus scolaire, quel que soit le parcours scientifique, études de droit,
Et ben en fait, on m'a toujours dit, c'est intéressant ce que tu dis, mais tu brodes pas assez. Tu vas toujours à droit à l'essentiel en fait. Et donc, ce qui est plutôt une qualité aujourd'hui, hein. Bah pour moi aujourd'hui, oui, j'en fais une qualité. Je trouve quand même, bah oui. Mais bon, donc j'avais vraiment cette croyance que je n'étais pas capable d'écrire, donc de broder, mais comme ça me lâchait pas, bah en fait, je suis rentrée parce que c'était vraiment, ça me tarabussait, et je me suis mis devant l'ordinateur et je me suis dit bon, alors quoi, maintenant j'écris quoi? Et en fait, c'est comme si, je pense que c'était là au fond de moi et que ça avait juste besoin de sortir, parce qu'en fait tout a coulé. Mais alors vraiment, j'ai rien cherché. Alors, on me dit tu as des techniques, t'as appris à écrire, t'as pris des cours. Non, mais rien du tout, rien de tout ça. En fait, j'ai fait avec ce qui venait. Et je me suis dit, la seule chose que je me suis dit, c'est ok, alors si je vais écrire, qu'est-ce que j'aurais envie de transmettre? Bien sûr. En fait, c'est ça, c'est par là que je suis passée. Alors quel est le pitch? Quel est le pitch? On va suivre Enola. Enola qui est une jeune femme qui fait un brown-out. Alors pas un burn-out, hein. Brown-out, c'est une perte de sens au travail. D'ailleurs, j'explique en fait dans le début du livre la différence entre, puisqu'on parle de maladies professionnelles. Et donc, elle va se faire accompagner par une coach. Je pouvais pas. Bah oui. Sous couvert de roman, il y a toujours une dimension autobiographique. Oui. De toute façon, il y a 80% de moi. Évidemment, Ceux qui me connaissent, ils me retrouvent. Évidemment. Et donc, elle va avoir une opportunité au niveau de son travail, au départ, qu'elle voit comme une mise au placard. Et puis finalement, avec le changement de regard et l'accompagnement qu'elle a pu avoir, elle se déplace et elle se dit, bah tiens, je peux en faire une opportunité. Et elle va voyager au travers du monde entier. Elle va faire des rencontres avec des cultures qui sont éminemment inspirantes. Et puis en fait, comme la citation le dit, le proverbe des Touaregs, c'est en allant vers les autres qu'elle revient à elle-même en fait. Le voyage, c'est d'aller de soi à soi en passant par les autres. Proverbe Touareg, un peuple éminemment inspirant, d'une grande sagesse. Et donc elle va rencontrer plein de peuples divers et variés, et elle va avoir en fait des outils qu'elle va transmettre donc au lecteur. Et donc c'est un livre qui fait éminemment voyager sur tous les plans en fait, autour de la planète et en soi. Étonnant qu'elle soit blonde. Bah c'est comme ça. D'accord. Je ne sais pas, il y a des choses comme ça. Alors les gens vous disent, mais pourquoi étonnant qu'elle soit blonde? Bah non, parce qu'elle aurait pu, si elle était censée vous représenter, vous auriez pu mettre une brune. Bah oui, mais non, en fait, ça c'est une blonde qui est venue comme ça. Et alors, parfois on se dit, et c'est ça qui est intéressant, et que les auteurs n'osent pas nécessairement dire, quand vous dites, je me suis mis devant la page blanche, sur mon ordinateur, je me dis, bon alors vas-y, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux dire, comment et pourquoi? Et vous dites, tout arrive comme ça. Ouais. Mais si tout arrive comme ça, c'est que visiblement, on vous donne l'opportunité l'univers fait que. Oui, je pense que c'est presque une canalisation quelque part. Oui, alors. Et c'est là où on n'ose pas trop aller sur ce terrain. Oui, en tout cas, j'ai été guidée. Ah ben voilà. J'ai été guidée, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Est-ce qu'à l'époque du Pérou, avec la plante, on vous a dit que vous alliez écrire, non? Alors en fait, donc pour la petite histoire, j'ai commencé à écrire Mission Athéna avant. Ah ok. Elle arrive à un moment, elle va passer par le Pérou. Et donc là, je m'arrête d'écrire. Je vis l'expérience au Pérou. Au Pérou, je suis là, par contre, totalement guidée pendant ma retraite, puisque c'était une retraite de plusieurs jours. Et notamment, pendant 5 jours, on était en plein cœur de l'Amazonie. On dormait tout seul, en fait. Et donc, on n'avait rien. Pas d'outils technologiques, rien du tout. Et juste un papier et de quoi écrire si on voulait. Donc là, j'ai été appelée à écrire. Ce que me demandait de sortir la plante. Donc j'ai écrit quelque chose au Pérou, et après quand je suis revenue du Pérou, j'ai fini ce roman initiatique. Et pour la petite histoire, après je crois que quand on est piqué, on s'arrête plus. J'étais en train d'écrire le dernier chapitre de Mission Athéna, et j'ai un deuxième roman initiatique qui m'est venu. Donc j'ai commencé à écrire mon deuxième roman. Et donc celui-là, il est un petit peu plus dur à écrire. Il est dans le milieu hospitalier, puisque j'interviens beaucoup en ce moment sur des formations en management auprès des chefs de service des hôpitaux différents de la France. Et donc j'étais très inspirée par leurs problématiques et par ce qu'ils vivent en fait. C'est très compliqué en ce moment pour eux. Et donc on va suivre cette fois-ci un homme qui est cardiologue.
Et on va se projeter en 2040 et donc il va y avoir toute la question de l'intelligence artificielle qui va venir se mêler à cette histoire. Et donc là, je vais visiter toute la question du transhumanisme notamment. Qui vous inquiète ou pas? M'inquiéter de toute façon, non. Moi, je suis pas... Qui me questionne, oui. Ouais. Et qui va nécessiter une forte adaptation et qui risque de changer totalement justement le paysage des métiers professionnels. Et donc, je pense qu'il va y avoir un fort besoin en accompagnement justement à ce propos-là. C'est pour ça que je pose toujours cette question. Quel est l'intérêt d'écrire sous couvert de romans initiatiques? Et pourquoi ne pas raconter? Là, vous allez faire une sorte d'enquête auprès de ce médecin que vous allez accompagner. Pourquoi c'est pas autobiographique? Pourquoi est-ce qu'on se cache toujours derrière un roman initiatique? Oui, moi, j'ai pas la sensation de me cacher, c'est juste que c'est venu comme ça. Et donc, moi, je cherche pas trop à comprendre, justement, à mettre du mental. Mais ceci dit, j'ai quand même l'appel de faire quelque chose d'un peu autobiographique, puisque je vous le disais, pendant la retraite chamanique, j'ai écrit des messages de la plante, et je suis en train de reprendre cet écrit pour l'élargir et pour justement témoigner de mon parcours spirituel, pour que éventuellement ça puisse inspirer ou pas d'ailleurs les gens. Lisez ce livre, Mission Athéna, c'est aux éditions Les Trois Colonnes. Juste un mot, je voudrais revenir sur l'histoire de la plante. Est-ce que les effets de la plante continuent longtemps après pas le stage, mais en tout cas l'immersion? Ah oui, et puis longtemps, très longtemps, et voire même, donc là, moi ça fait plus d'1 an maintenant que j'ai vécu cette expérience-là, et des fois je la sens, elle est là, et elle se réveille, et je dis bon, ok, d'accord, je sais, t'es là. Oui, elle nous accompagne après, elle nous lâche plus. Et elle vous révèle des choses encore? Oui. C'est eux le savent. Hein. Nous, dans notre monde occidental, où on a privilégié une certaine médecine, on a oublié tout ça. Mais en fait, les plantes, en fait, tout le vivant peut nous enseigner, en fait. Vous parlez des chamans du Pérou qui oui, voilà. Dans certaines cultures, ils n'ont pas déconnecté. Même quand on va du côté de la Chine ou du Japon, la médecine des plantes, elle est présente, quoi. Bon, nous, on a choisi notre voie. Mais bon. En tout cas, je rappelle, tout ça est strictement légiféré en France, en Europe, et que si vous décidez un jour de faire ce voyage vers soi, faites-le d'abord en conscience, prêt, et avec les bonnes personnes. C'est ça, bien encadré. Bien encadré. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Il paraît que c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Le goût est... Il paraît que c'est pas bon, la plante est dégueulasse. D'ailleurs, ça me rappelle un souvenir, là. Donc, on était 15, on était un groupe de 15 quand j'ai fait l'expérience. Et en fait, avec mon ami, à un moment, on s'est, sur le démarrage d'une séance, en fait, on a pris un fou rire, parce qu'en fait, on regardait les gens s'approcher. Et quand on voyait leur tête, en fait, avant de boire, et il y en a, non, tellement c'est vrai, non, c'est vraiment pas bon. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut pas avoir d'addiction avec ce genre de plante, parce qu'on n'a pas du tout envie d'y revenir. Je vous assure, on n'a pas du tout envie d'y revenir. Mais c'est une petite dose qu'on prend ou oui, c'est comme un chupito, là. Ok. Ah oui, hop. C'est ça. Et cul sec? Oui, vaut mieux, parce que sinon, c'est encore plus difficile. Comment on pourrait décrire le goût que ça a? C'est indescriptible. Vraiment indescriptible. C'est... Tous ceux qui ont vécu l'expérience reviennent changés. Oui. Il y a un avant et un après. Oui, il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après, parce que elle nous fait travailler sur nous. En fait, elle nettoie. C'est comme presque un accélérateur de particules, en fait. Et donc, c'est thérapie puissance 10 000. Donc, vous l'avez fait une fois en immersion? Je l'ai fait, en fait, j'ai pris plusieurs doses. Mais ce que je veux dire par là, doses. c'est que vous l'avez fait sur une session. Oui. Vous avez envie de le refaire ou pas, alors, du coup? Pas spécialement, là, je ne ressens pas, en fait, ni le besoin, ni l'appel, en tout cas pas pour le moment. Après, la vie est longue, on ne sait pas. Alors, on pourrait se poser la question, on a dit que vous étiez coach professionnel et que vous interveniez effectivement dans le milieu de l'entreprise. Est-ce que vous intervenez aussi dans des sessions pour des particuliers, des groupes, des cercles de parole, en dehors de l'aspect professionnel?
Non, aujourd'hui, en fait... Que du pro. Alors, les groupes, oui, je vais intervenir auprès des équipes. Ça, c'est possible. Mais je fais de l'individuel. Non, mais il y a quelque chose qui colle pas. Là, vous êtes en train de me dire mon avenir, en fait. Peut-être que plus tard, j'interviendrai. Non, mais il y a un truc qui colle pas. vous devriez accompagner des gens. Ah, mais je ne fais que ça. Non, mais j'ai dit en dehors de l'entreprise, en dehors du cadre de l'entreprise. Oui. Une retraite spirituelle avec des tas de gens. Vous avez aujourd'hui non seulement les capacités, les facultés et l'expérience. Je serais peut-être appelée à un moment donné. Mais ça vous appelle pas, là? En tout cas, ce qui m'appelle, c'est plutôt des conférences et des séminaires. Voilà, ça c'est. Mais toujours au travers de cet aspect quand même entreprise de façon globale. Et j'ai bien envie. Là, il y a quelque chose qui cogite un petit peu, mais qui est pas encore bien clarifié. Mais d'accompagner les gens à écrire leur propre projet en fait professionnel. Et ça peut être en intra-entrepreneur ou en créant son entreprise. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Mais peut-être qu'un jour, dans 5, 10 ans, je ne sais pas, j'accompagnerai les personnes en individuel sur l'aspect privé. Moi, je pense que vous avez beaucoup plus à proposer que de rester dans le cadre professionnel, entreprise. Bah, peut-être que ça arrivera demain. Ça veut dire que si demain, Madame Michu, qui nous regarde, oui, veut être accompagnée par Andrea, elle peut pas. Bah, c'est pas qu'elle peut pas, c'est que je lui demanderai s'il y a une problématique professionnelle. Et si c'est pas professionnel, bah, je l'enverrai vers une collègue. Incroyable. Mais oui. Mais peut-être. Vous savez quoi? Vous savez ce que j'entends dans ma tête? Non, j'aimerais bien savoir. Je veux dire ce que j'entends dans la tête. J'entends, elle fait fausse route. Ah, ok. Eh ben, peut-être que je vais me remettre sur une autre route. Non, mais moi, sans doute sur quelque chose qui est complètement, et vous devez tellement le vivre de l'intérieur, et ça doit tellement bien résonner pour vous, que c'est sans doute moi qui fais fausse route. Je ne sais pas. Mais moi, j'entends ça, et je me dis que c'est tellement réducteur que de s'adresser qu'au monde de l'entreprise. Oui, j'entends, mais après, je sais pas si c'est fausse route ou... Non, c'est moi, en fait, je pense qu'il y a le champ des possibles. Bah, l'univers des possibles. Voilà, le champ des possibles. Voilà, exactement. Et que tout est ouvert, en fait, et c'est juste une question de choix, quelle voie on prend. Mais pourquoi Aquila? C'est la plante qui vous révèle que vous êtes Aquila? Aquila, c'est l'aigle, en fait. Ouais. Et l'aigle, pour moi, il est le symbole d'une vision comme ça, globale, et c'est ce que je fais, en fait, dans mon accompagnement. Je fais ça. J'observe, j'écoute beaucoup, et après en fait, l'aigle en fait, il observe, il voit dans le détail, et après, hop, il plonge dans là où il faut aller, et il va droit au but. Je me suis dit tiens, c'est peut-être la plante qui lui a révélé son nom de... Non. Dans l'univers restreint du chamanisme. Non, pas du tout. Pas du tout. L'univers des possibles, Aquila accompagnement avec Andrea Diaz-Gonzalez. Moi, je vous remercie infiniment. On entend et on ressent, je pense que les gens qui vont commenter d'ailleurs là-dessus, mais on ressent cet enthousiasme qu'il y a chez vous. Oui. Cette vision toujours optimiste. Oui, de la vie. Tout part du cœur en fait. Tout part du cœur, et notamment ce verre à moitié plein. Oui, c'est vrai. Que vous voyez sans doute dans quelle que soit la situation, et même quels que soient les gens en fait. Et quels que soient les gens, et même parfois face à une adversité qui est pas toujours simple. Bien vu. L'élan du cœur, et quand le cœur et la créativité ouvrent le champ des possibles, vous l'aurez compris, mais je pense qu'un jour, on reparlera d'Andrea dans un autre contexte. C'est ça, je reviendrai elle dira, vous vous souvenez Marc, vous m'avez dit un truc assez étonnant, c'est que maintenant j'ai un lieu de vie, quelque part au fin fond d'une campagne, voilà, où j'accueille des gens qui vont pouvoir faire des petites retraites où je vais leur apprendre effectivement la respiration, le voyage intérieur, la méditation, etc., etc. Tout est possible. Ne me dites pas que ça vous traverse pas l'esprit, ce genre de choses. Pas tout de suite. Pas tout de suite? Mais peut-être un jour. Inch'Allah. Non, peut-être. Une humaniste engagée était sur ABC Talk. Merci infiniment. Merci à vous. C'était passionnant. Merci beaucoup. Un vrai commentez plaisir. avec bienveillance comme toujours. On va vous mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact si vous êtes chef d'entreprise. Non, manager. Voilà, exactement. Et pas ou salarié d'une entreprise. Ou salarié, mais d'une entreprise. C'est toujours essentiel. Quel que soit le type d'entreprise. Mais une entreprise. Voilà. Pour le moment. C'est pas possible, ça. Franchement.
Mais il y en a plein des coachs de vie, il y en a partout, donc. Oui, mais vous avez quand même, je sais pas, je trouve qu'au travers de votre parcours et de la manière dont vous avez évoqué les choses, vous avez vécu peut-être des expériences qui sont susceptibles. Mais la plante va se réveiller à un moment donné. Voilà. Juste une dernière chose avant de vous quitter, votre pendentif. Ah. Depuis tout à l'heure, je le regarde. Qu'est-ce que c'est? Et je me dis, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une liane. Oui. Et donc ça, c'est une coupe, en fait. Ah, c'est la coupe de la liane. De la liane. Ok. Dont on extrait la fameuse substance. Exactement. Donc, elle m'accompagne. Elle vous accompagne en permanence. Mais vous savez quoi? Elle va vous guider, elle va vous dire, what? Il y a un autre chemin. Andrea, dans le champ des possibles. Qu'est-ce que t'attends? Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Et merci pour votre sourire et votre rire et votre gentillesse et votre expertise, évidemment. Vous commentez, je le disais. Merci à tous. On se retrouve très vite sur ABC pour une prochaine rencontre. Salut.